L'essentiel de l'actualité, place à 13h15 le samedi, qui vous propose de revenir sur cette affaire du petit Grégory. Un dossier inédit dans les annales judiciaires françaises. Depuis le début, les enquêteurs et les juges ont conservé une certitude, c'est un huis clos familial, une histoire terrible de jalousie et de haine. Récemment, les enquêteurs se sont replongés dans les milliers d'auditions de ce drame et grâce à un logiciel informatique, des incohérences dans certains témoignages sont apparues. L'étau s'est finalement resserré sur la grand-tante et le grand-oncle de Grégory. Ils viennent d'être mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort et écroué. Ils nient toute implication. Saura-t-on enfin la vérité? Retour sur cette énigme qui a marqué la France avec Lionel Feuerstein, Alexandre Paré, Pauline Dordilly et Anthony Santoro. L'enquête sur le meurtre du petit Grégory est bel et bien relancée. Plusieurs personnes ont participé au meurtre du petit Grégory. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas qui a tué l'enfant. Au cœur des Vosges, ce village paisible de 400 habitants est le bastion du clan Villemain, la famille du petit Grégory. 32 ans après le crime, il est de nouveau au centre de tous les regards. Devant la maison des grands-parents du petit garçon, les journalistes sont revenus. En fait, il y a comme à chaque rebondissement un double sentiment à la fois de gêne et d'espoir. On remarque ici à Aumonzey, les rondes fréquentes désormais des gendarmes autour des maisons des témoins et des gardés à vue de ces 48 dernières heures. Tout en haut du village, la maison de Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory. L'étau s'est resserré autour d'eux. Ils sont aujourd'hui en détention provisoire, mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort. Ils nient toute implication. Nous avons parlé longuement avec la sœur de Jacqueline Jacob. Cette femme d'une cinquantaine d'années vit dans ce même village, à une centaine de mètres d'ici. Elle nous dit qu'elle est convaincue de l'innocence de sa sœur et de son beau-frère. À l'Est républicain, ce journaliste est le premier à avoir révélé les rebondissements de l'enquête. Et pourtant, il a encore du mal à y croire. Depuis 32 ans, le journal se casse les dents sur cette énigme. Dans la foulée. Vous filez tous les deux cet après-midi à Dijon, hein, et le photographe vous rejoint dans la foulée. Les interrogations, c'est lié aux lettres anonymes qu'ils ont analysées. C'est-à-dire on réinterroge des gens sur leur emploi du temps à l'heure où des lettres ont été envoyées. Ça fait que ça. Et des gens qui ne sont pas là et en fait ça colle pas avec tout le reste. Christophe Gobin et son confrère ont passé des jours à enquêter, jusqu'au choc de mercredi dernier. Ça nous a stupéfaits et quand on a appris les qualifications, on était encore plus stupéfaits, puisqu'il y avait la complicité d'assassinat dedans. Ça veut dire qu'on était au cœur du crime, et pas sur des choses périphériques comme l'envoi de lettres anonymes ou la dissimulation de preuves. Donc là, on était vraiment avec des gens qui étaient soupçonnés d'être parmi les protagonistes principaux du crime le plus médiatique en France. C'est Anacrime, un logiciel qui, dans un premier temps, a permis d'assembler les pièces du puzzle. Ils ont interrogé à multiples reprises quasiment toute la vallée de la Vologne. Donc ça fait un nombre incroyable de gens qui ont donné un nombre incroyable d'informations qu'il faut toutes recouper, jusque dans le plus infime détail, puisqu'il s'agit là de faire d'avoir des balises, des repères chronologiques et géographiques. Donc humainement, c'est très compliqué à faire. Avec l'aide d'un logiciel, ça va plus vite et ça permet de dérouler le fil d'une journée à plusieurs personnages. C'est comme le film d'une journée à personnages, un film où il y aurait par moment des trous. Les trous, les gendarmes les ont découverts dans les emplois du temps de certains membres de la famille. Une des tantes de Grégory a été entendue puis libérée, faute d'éléments à charge. Les gendarmes se sont alors concentrés sur les grands-parents du petit garçon, et en particulier sur Monique, la grand-mère, soupçonnée d'être l'un des corbeaux de l'affaire. Et puis, des membres de la famille qui avaient réussi jusqu'à présent à rester en marge de l'enquête sont devenus les principaux suspects. La grande-tante de Grégory serait également l'un des corbeaux de l'affaire. Tous deux sont soupçonnés d'avoir participé au crime. Si c'est le cas, ont-ils été aidés par d'autres complices ?
qui a tué Grégory. L'interminable feuilleton judiciaire a débuté ici, dans le village de l'Épange. Le 16 octobre 1984, le corps de Grégory est repêché dans la Vologne. L'enfant a les pieds et les mains attachés. L'enquête de la gendarmerie commence alors avec à sa tête un jeune capitaine de 30 ans, Étienne Sesmat. La scène est restée intacte dans sa mémoire. On a le sentiment vraiment d'un enfant sacrifié, comme un enfant qu'on porte sur un autel pour le sacrifice. Et c'est effectivement ça, Grégory est sacrifié à la haine qu'on voue à son père. Grégory est le fils d'un jeune couple d'ouvriers sans histoire, Jean-Marie et Christine Villemain. D'après les enquêteurs, après sa journée de travail, Christine récupère son fils à 16h55 chez sa nounou. De retour chez elle, la maman lui donne un goûter et le laisse jouer dehors. Quelques minutes plus tard, l'enfant disparaît. Christine part à sa recherche, puis prévient la gendarmerie. À 17h32, un mystérieux interlocuteur appelle un membre de la famille. Il déclare avoir enlevé l'enfant et qu'on ne le reverra plus. Le même jour, une lettre est postée depuis l'Épange. Un corbeau y revendique le crime. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Tout est dans cette lettre, qui est la clé de voûte de cette affaire. Cette lettre, elle est essentielle. On sait que si on trouve l'auteur de cette lettre, on trouvera l'assassin. Retrouver le corbeau devient la priorité des gendarmes. Ils entendent la famille et les voisins et comparent les écritures de chacun avec la lettre du 16 octobre. Plusieurs pistes sont écartées jusqu'à ce qu'ils tombent sur Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie. L'homme ressemble au portrait robot d'un suspect décrit par un témoin. D'après les experts en écriture, il pourrait bien être le corbeau. Laroche est placé en garde à vue quelques heures, puis libéré. Il a un alibi. Je sais que les gendarmes sont toujours persuadés que c'est moi, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est innocent. Je sais que c'est pas moi. Hein. Vous aviez un alibi pour cette heure-là? Oui. De toute façon, j'ai ma belle-sœur qui m'a vu quand elle est rentrée de l'école. Autrement, à l'heure-là, j'ai guère que ça comme alibi. La France se passionne pour l'étrange famille du petit Grégory. Ce journaliste a suivi l'affaire depuis le premier jour. En devenant un intime des Villemain, Jean Kerr a réalisé de nombreux scoops. Mais il a suscité aussi beaucoup de critiques. Voilà, ça c'est mon écriture. Ça vous fait quoi là de ressortir tout ça? Oh, ça me redonne de l'émotion, ça me remet sur le terrain. Ça me fait revivre l'affaire. Il y a Jean-Marie et Christine, il y a Michel avec son fils, il y a Albert. La sœur Jacqueline, la sœur de Jean-Marie, son mari, ils ont tous travaillé dans les filatures. Et ils sont tous en équipe, en contre-équipe, de jour, de nuit, etc. Ils se rencontrent au travail, ils se voient au travail. Il y a une sorte de jalousie qui s'instaure entre eux parce qu'ils ont une maison, ils ont acheté un lotissement, ils ont fait construire ou ils n'ont pas fait construire. T'as un salon, t'as un canapé, t'as acheté une télévision, t'as 2 voitures. Voyez, ça, c'est quelque chose que vous avez noté tout de suite, ça? Ah oui, c'est maladif. Ah oui, c'est tout de suite. Partie de ma série. D'après lui, un couple était particulièrement jaloux des parents Villemain. Le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, les Jacob. En 82, Jean-Marie, il a 24 ans, il devient contremaître. Et alors, il y a ce fameux Marcel Jacob qui va dire « Oui, c'est pas vrai, comment il est contremaître, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?» Il y a une espèce de rivalité, vous voyez.
Il y a presque des disputes, ça tourne presque au pugilat. Pendant toutes ces années, dans la famille Villemain, plusieurs corbeaux attisent la discorde. Monique et Albert Villemain, les grands-parents de Grégory, reçoivent 800 appels entre 1982 et 1983. Toujours les mêmes histoires de famille, de haine et de jalousie. Mais il y en a un autre, ces bâtards. Et je suis peut-être le seul à savoir qui c'est la peur de la vérité. Ta mère, oui. Et je sais, elle a peur de la vérité. D'autres membres de la famille ont reçu des appels comme Ginette, la belle-sœur de Jean-Marie Villemain. Entendue cette semaine par les gendarmes, aucune charge n'a été retenue contre elle. Il y a 3 ans, elle avait accepté de nous parler. Le corbeau nous avait envoyé un médecin de Bruyères. Quand je l'ai vu à ma porte, j'étais étonnée. Je lui ai dit, mais je ne vous ai pas appelé. Il a retéléphoné après. Il m'a dit, je t'ai bien eu. Il vous faisait peur à l'époque, ce corbeau? Ah oui, il faisait peur. Oui. Et surtout à mes enfants, il faisait peur aussi. Parce que moi, mes enfants, avant, quand je les mettais au lit, je fermais les portes des jambes. Après, c'était fini. Il fallait laisser ouvert, il fallait laisser la lumière. Le crime n'a pas encore eu lieu. Le corbeau met déjà la pression sur les parents de Grégory. Je me souviens un appel assez long, un corbeau qui casse les pieds, le mot est faible, à Jean-Marie, qui lui dit bah, ta maison, je vais te la brûler, je m'en fous. Ta femme, je vais te la prendre, je m'en fous. Donc Jean-Marie va au bluff, bien entendu. Et puis le corbeau qui est dépité parce qu'il n'arrive pas à faire sortir Jean-Marie de ses gonds, eh bien ce corbeau affecte, dit, eh ben, ton gamin, je vais lui faire la peau, enfin quelque chose dans ce genre-là. Et là, le malheureux Jean-Marie bondit, ah non, tu ne feras pas ça, etc., etc. Et c'est là que le corbeau, qui est certainement un gaillard intelligent, rusé, etc., perçoit le côté faible de Jean-Marie. Le 27 avril 1983, dans cette lettre, le corbeau exige que l'ensemble de la famille cesse toute relation avec Jean-Marie, qu'il appelle le chef. Depuis quelques jours, les enquêteurs se demandent si Jacqueline Jacob, la femme de Marcel, ne serait pas l'auteur de cette lettre. Ce document est au cœur de l'affaire. Au départ, il était attribué à Bernard Laroche. À une époque où les soupçons pesaient uniquement sur lui. Car un témoignage est venu l'accabler. Muriel Boll, sa belle-sœur, raconte que le jour du meurtre, Bernard Laroche est venu la chercher au collège vers 17 h. Ensuite, ils se sont rendus à l'Épange pour récupérer un petit garçon. Quelques kilomètres plus loin, Bernard Laroche est descendu de la voiture avec l'enfant et il est revenu seul. Le témoignage de Muriel est capital. Bernard Laroche est arrêté une seconde fois. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper? Un témoignage capital et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. Ce témoignage est celui de Muriel? Exact. Muriel a accompagné Bernard Laroche sur les lieux du crime. Elle était dans la voiture. Elle était dans la voiture. Mais le lendemain, Muriel Boll se rétracte. J'étais pas dans la voiture de Bernard. J'ai jamais été sur l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Désormais, qui croire? La défense de Bernard Laroche va entrer en scène. Début novembre, un avocat de 29 ans débarque dans le dossier.
Originaire d'Épinal, maître Gérard Welzer accepte immédiatement de défendre Bernard Laroche. À l'époque, les curieux s'agglutinent ici, huant les protagonistes de l'affaire. C'était terrible. Un public hostile qui hurlait. Il ne faut pas oublier qu'en 1984, on était peu de temps après l'abolition de la peine de mort. Les gens avaient été chauffés par les titres Bernard Laroche coupable, monstre arrêté, etc. Et nous, on était les avocats salauds qui défendaient le monstre. Vous étiez l'avocat du monstre. Voilà. Et on était... c'était hostile. Très hostile. Ce 9 novembre, l'inculpé Bernard Laroche s'engouffre dans la voiture des gendarmes. Quelques jours plus tôt, Gérard Welzer s'est rendu à la prison Charles III de Nancy, là où Bernard Laroche est écroué. L'avocat va le rencontrer pour la première fois. Je vais voir celui qui est présenté comme le monstre. Il arrive là, il s'assied, et je commence à ce moment-là, d'une manière idiote, à l'interroger comme un policier. Et je commence à lui dire, mais il y a ça, il y a ça. Et au fur et à mesure que je lui parlais, je le vois... Et il me faisait des réponses, mais... Et à un moment, il me dit, il faut que je vous dise quelque chose. Je me dis, bon, voilà, il faut dire quelque chose à Marie-Ange, il faut dire quelque chose à Marie-Ange. Et je me dis, oh là là, est-ce qu'il va vouloir me faire passer un message ou quelque chose? Et il commence par m'expliquer le fonctionnement de la chaudière. Il y avait un bouton qu'il fallait toucher. Et je me dis en moi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au fur et à mesure que je lui parlais et qu'il me répondait, je sentais que son attitude me montrait intuitivement qu'il n'avait rien à voir avec ça. Pour l'avocat, l'accusation ne tient pas. Il y a de nombreuses erreurs de procédure, des expertises graphologiques irrecevables. Aucun rapport d'autopsie ne figure dans le dossier d'instruction. Mais les époux Villemain, eux, restent persuadés que la justice tient le coupable. Et si c'était pas Bernard Laroche? C'est lui. Vous êtes sûr? En prison, le détenu réalise de nombreuses dictées. Son écriture est comparée par de nouveaux experts à celle du Corbeau. Leur conclusion est sans appel. Bernard Laroche n'est pas l'auteur de la lettre du 16 octobre. Mais alors qui? La presse s'interroge. Et si c'était la mère? Fin novembre, elle est confrontée au témoignage de 4 collègues. Elles affirment avoir vu Christine Villemain près de la poste de l'Épange vers 17h, à l'heure où le Corbeau aurait posté sa revendication. Le juge Lambert commence à douter. On dirait que tout ce que j'ai raconté au début, il prend ça à la rigolade, il dit que c'est pas vrai. Que par rapport aux 4 témoignages qu'il y a eu, il dit que moi maintenant je mens. Et puis ce que j'ai dit avant, c'est la vérité. Je suis pas allée à la poste le mardi, je suis allée le lundi. Comment vous, personnellement, vous réagissez au fait qu'on puisse vous soupçonner? Pas trop bien quand même, parce que c'est quand même mon petit qu'on a enlevé. Oui, finalement, c'est quand même vous la victime dans cette affaire. Et vous avez l'impression qu'on essaie un peu de semer le trouble dans l'enquête? Oui, parce que le petit n'est plus là, j'ai plus rien. Je sais pas ce que ça m'aurait rapporté d'avoir fait ça. Le 5 février 1985, Bernard Laroche est remis en liberté, mais reste inculpé d'assassinat. Ça me fait drôle de me retrouver en liberté au bout de 3 mois. Et je suis très heureux. Vous êtes innocent? Oui, je suis innocent. Je suis innocent et j'espère que le vrai coupable sera trouvé un jour. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant, madame? Papa, il a eu ta photo. Grande joie déjà, pour retrouver mon mari. Il a eu ta photo. Essayer de refaire notre vie. T'as écrit sur mamie. En 2014, nous avions retrouvé la femme de Bernard, Marie-Ange Laroche. Mère de 4 enfants, elle continuait de défendre son mari.
30 ans après, je me pose la question, Jean-Marie Villemain, pour avoir une vengeance comme ça, il doit bien savoir s'il a fait du mal à quelqu'un ou pas. Hein. Parce qu'on ne prend pas un enfant comme ça, et hop, puis on dit non. Et votre mari n'avait aucune raison de se venger de Jean-Marie Villemain? Non, aucune raison, pas du tout, non. Non, je vois pas en quoi. Votre mari n'était pas jaloux de la situation économique des Villemain? Je vois pas la jalousie aurait pu être présente, je vais vous dire. On était pareils, hein, je vais vous dire, ils travaillaient tous les deux, nous on travaillait tous les deux. Ils ont eu leur maison, on avait notre maison, on avait notre gamin, ils avaient le leur. Je veux dire, il n'y avait aucune jalousie entre nous. Le 29 mars 1985, Marie-Ange Laroche va chercher son mari à l'usine pour lui annoncer une bonne nouvelle. Elle est enceinte de leur deuxième enfant. Puis ils rentrent chez eux. Avant que je referme ma portière, j'ai entendu des pas lourds, quoi. Je me suis retourné, c'était Villemain qui avait sauté le talus avec le fusil. Bernard était déjà devant la porte du sous-sol, et puis donc je m'étais mise devant lui. Je pensais jamais qu'il allait tirer, quoi. Il y a eu un petit dialogue entre eux, et avec la peur, tout, je sais pas, il y a mon frère qui est descendu, Sébastien qui avait suivi derrière, et Villemain a dit « Tire-toi de là, Lulu, ou je t'en tire une aussi. » Bernard a dit à mon frère « Reprends Sébastien et remonte. » Et mon frère et Sébastien n'ont pas eu le temps de remonter. J'ai même pas entendu le coup de feu, quoi. J'ai juste vu Bernard mettre ses mains à la poitrine et tomber en arrière. Jean-Marie Villemain est arrêté. Il sera condamné à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. La justice lui reconnaît des circonstances atténuantes. Avec toutes ces années, au bout de 30 ans, est-ce qu'il y a encore de la colère en vous? Oui, la colère est toujours en moi, elle est toujours présente, elle est toujours là parce que je m'aperçois que ça va toujours dans le même sens, quoi. Je veux dire, qu'il y a quelque chose, j'ai même l'impression que plus les années passent, et quand je vois certains journaux, même à la télévision, certaines personnes avoir un acharnement sur Bernard comme ils l'ont, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi qu'ils veulent pas voir ailleurs, qu'ils veulent pas croire qu'il y a une autre possibilité? Pourquoi? Parce que Villemain a tué Bernard. Il faut prouver son geste, il faut reconnaître son geste d'un père qui a perdu son enfant. Ça, je conteste pas, ça doit être très dur. Ça, je le comprends très bien. Mais on n'assassine pas non plus comme ça quelqu'un, je pense pas. Non. Après la mort de Bernard Laroche, l'enquête se focalise sur la mère de Grégory. Les gendarmes sont dessaisis et c'est la police de Nancy qui reprend l'affaire. Certains enquêteurs pensent que la maman aurait pu tuer son fils par accident. Il se serait noyé dans la baignoire. Coup de théâtre, en avril 1985, des cordelettes sont retrouvées dans la cave de la maison des Villemain. De nouveaux experts affirment que l'écriture du corbeau ressemble à celle de la mère de Grégory. Christine Villemain est inculpée pour assassinat. Toute la presse est venue filmer la mère infanticide. Mais les charges sont trop minces. Après 11 jours de prison, Christine Villemain obtient sa libération. Christine Villemain est libre. L'injuste incarcération a cessé. Les 3 hauts magistrats de la Cour d'appel de Nancy ont sanctionné la décision du juge d'instruction. Mais Christine reste inculpée d'assassinat. Le temps d'une nouvelle enquête. Un nouveau juge, le juge Simon, est nommé. Il reprend tout à zéro et travaille pendant 3 ans. L'enquête de la police judiciaire est entièrement remise en question.
9 ans après le crime, un non-lieu est prononcé en faveur de Christine Villemain pour absence totale de charge. Si elle obtient un non-lieu en 1993 à Dijon, c'est pour 2 motifs. Premier motif, la Cour dit impossibilité absolue, mathématiquement démontrée. Elle ne peut pas avoir fait cela. Deuxième raison du non-lieu, cette femme est une bonne épouse, une gentille maman. Elle aimait son enfant, c'était l'enfant roi. Ce sont pour ces 2 motifs que le non-lieu est prononcé en 93. Bernard Laroche tué, Christine Villemain disculpée, l'enquête est au point mort. Gendarmes, policiers, juges ont échoué. Vous allez bien ? L'un d'eux a été très critiqué. Le juge Lambert, aujourd'hui à la retraite. Il a écrit un livre sur les injustices. Un chapitre est consacré à Bernard Laroche. Celui qu'on avait surnommé le petit juge raconte avoir beaucoup souffert dans cette affaire. On a cherché à faire de moi le bouc émissaire. J'assume effectivement certaines erreurs de procédure, mais j'aurais aimé que tous en fassent autant, et ce n'est pas le cas. De septembre 1984 à janvier 1985, Jean-Michel Lambert était le seul juge d'instruction à Épinal. À 32 ans, l'homme gérait plus de 200 dossiers. Il faut bien comprendre une chose. J'aurais été, entre guillemets, le plus heureux des hommes si on avait réuni suffisamment d'indices graves et concordants de culpabilité, comme on disait à l'époque, pour renvoyer Bernard Laroche devant la cour d'assises. Simplement, à chaque fois que je procédais à une vérification, l'élément en question disparaissait. Aucune des pistes n'a abouti. Le clan a gardé le silence. Année après année, le mystère s'est épaissi. Les seuls espoirs des enquêteurs reposaient sur les éléments matériels conservés au fil du temps par la justice. Lettres anonymes, ADN sur les timbres, traces génétiques sur les vêtements de Grégory et sur les cordelettes. Tout a été réexaminé, sans résultat. Finalement, le rebondissement est venu du recoupement de tous les témoignages et de nouvelles expertises en écriture. À Aumonzé, tous attendent de savoir si le dénouement est proche, pour écrire enfin le point final de cette histoire. C'est pas un énième rebondissement, qu'il y a vraiment un truc qui est en train de se passer. Bon, alors après, nous, on n'est pas les enquêteurs. Donc, c'est eux qui prennent leurs responsabilités aussi en allant, en débarquant 30 ans après dans cet endroit-là et en mettant en garde à vue des gens. Rouvrir la boîte de Pandore, personne ne sait ce que ça va donner. Il faut que la vérité, elle sorte. Il faut que les gens craquent. Parce que les gens qui sont dans le collimateur, il faut qu'ils craquent. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, on ne peut pas garder ça pour soi. C'est bien que ça va être terrible de se dire maintenant je vais aller en tôle pour complicité ou pour non-dénonciation de criminels. Voyez ? Mais il faut qu'à un moment, quelqu'un craque. Près de 33 ans après la mort de Grégory, la Vologne est peut-être sur le point de livrer ses secrets. Voilà pour ce document et ne manquez pas demain dimanche à 22h25 sur France 2 le magazine Non élucidé, affaire Grégory Villemain, présenté par Arnaud Poivre d'Arvor avec Jean-Marc Bloch. Passez un très bel après-midi sur France 2. Rendez-vous ce soir à 20h. Nos invités seront Patrick Chenet et Jean-Paul Rouve.